Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le dimanche 2 mars et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Olivier Joris, exécutif manager à la Fédération des entreprises de Belgique, pour parler du commerce international qui est dans la période actuelle mise à mal. Oui, je pense vraiment, vous l'avez dit, le mot-clé, c'est la diversification, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Le commerce international est un sujet brûlant. Il est menacé par des droits de douane ou encore par des relations compliquées avec les États-Unis et le monde. Olivier Joris, exécutif manager à la Fédération des entreprises de Belgique, est particulièrement centré sur ces questions et il commence en nous parlant de ce phénomène préoccupant. Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Oui, c'est extrêmement préoccupant, c'est regrettable et c'est extrêmement préoccupant. Et pour nos entreprises, évidemment, le contexte international devient de plus en plus difficile à lire, il est de plus en plus difficile de se positionner. Pour trois raisons, trois phénomènes: les tensions commerciales qui ont tendance à s'accentuer, la géopolitique et les déclinaisons que ça peut engendrer en termes de sécurité économique, de sanctions et autres, et puis la lutte contre les changements climatiques et la transition verte qui engendre aussi toute une série de mesures. Donc ce sont trois tendances auxquelles les entreprises sont confrontées. Sur lesquelles la visibilité n'est pas évidente. En fait, là, on a Donald Trump qui est encore revenu sur ses menaces de décider de droits de douane à l'encontre de l'Europe. Bon, on parlait de deux secteurs, non, apparemment c'est plus large, ce serait 25% et c'est décidé, mais en fait c'est flou, ça reste flou. Est-ce que c'est devenu un argument de provocation ou de pression ? Mais je crois qu'il n'y a que lui qui le sait. En effet, les annonces s'enchaînent à un rythme effréné, presque tous les jours, que ce soit sur le terrain diplomatique, sur le terrain économique. Mais en effet, c'est extrêmement inquiétant si la menace d'introduire des droits de douane de 25% sur l'ensemble des importations européennes devait être appliquée. Ce serait évidemment très préjudiciable. Oui, parce que c'est un partenaire commercial important. C'est le premier partenaire commercial, par exemple, de la Belgique, les États-Unis. Oui, c'est tout à fait incompréhensible. La relation transatlantique est une des relations économiques et d'investissement les plus profondes, les plus soudés au monde, avec des flux d'investissement, des flux commerciaux extrêmement importants. C'est évidemment un partenaire crucial au sein de l'OTAN, donc on pourrait s'attendre dans cette période troublée à ce que les alliés serrent les coudes plutôt que de menacer de lancer une guerre commerciale. Et petite incise, il cite des chiffres vertigineux de déséquilibre commercial entre l'Europe et les États-Unis, mais on exagère en fait. Apparemment, les chiffres qu'il avance sont exagérés, et puis il masque quand même une bonne partie de la réalité, c'est-à-dire que l'Europe a un excédent commercial en ce qui concerne les biens, donc nous exportons plus de biens que nous n'importons de biens des États-Unis, mais les États-Unis ont une balance commerciale positive quand on parle des services, notamment dans la sphère digitale. Donc évidemment, ne voir qu'un des deux côtés de l'économie dans laquelle et les biens et les services sont de plus en plus intégrés, c'est évidemment masquer une partie de la réalité. Et donc cette obsession pour les déficits commerciaux des biens n'est qu'une des faces de la médaille. Encore une fois, cette relation transatlantique est très dense, une des plus denses au monde, et la mettre à mal, c'est prendre un énorme risque, et ce sera un scénario perdant-perdant à terme. Est-ce que c'est pas une tendance lourde quelque part maintenant l'America First, mais cette tendance à quelque part avoir une espèce de protectionnisme, un repli sur soi, c'était déjà présent même avec des présidents démocrates, Barack Obama ou Joe Biden, non à part qu'on va là un cran beaucoup plus loin, sans doute. Non, malheureusement, en effet, je ne vais pas dire un isolationnisme, mais un repli sur soi, un protectionnisme. Nous l'avions déjà vu, en effet, avec le président Obama. Évidemment, le tone of voice, comme on dit, le narratif, le ton était tout à fait différent. Mais les négociations du TTIP, ce qu'on appelait avant le TTIP, donc ce grand accord commercial entre les États-Unis et l'Europe, n'a pas pu aboutir en fin de mandat du président Obama. Par après, le président Biden a certainement voulu corriger le tir, encore une fois, en termes de narratif. Après la première présidence du président Trump, l'Europe était vraiment considérée comme un allié, mais le président Biden a introduit des dispositions de Buy America, de renforcement des exigences de contenu local. Ensuite, les crédits d'impôt que le président Biden a proposés, mais il fallait, pour ainsi dire, être actif aux États-Unis pour en bénéficier. L'Inflation Reduction Act a été quand même au cœur de la FEB, vous en avez beaucoup parlé, parce que c'était au niveau
niveau concurrentiel avec l'Europe, quelque chose de très préjudiciable. Qui n'était, selon nous, tout à fait discriminant, pas conforme aux pratiques de l'OMC et qui visait clairement à attirer davantage d'investisseurs européens sur le sol américain pour renforcer l'industrie américaine. Donc, sur le fond, malheureusement, on doit constater maintenant depuis 10-15 ans au moins une tendance en effet plus protectionniste aux États-Unis, mais le ton était différent que le ton que le président Trump adopte depuis quelques semaines. C'est pas difficile, c'est vrai que ça décoiffe pour le moment. Vous avez parlé de l'OMC, justement, l'Organisation mondiale du commerce, qui était à un moment, alors elle était décriée par certains, mais enfin c'était quand même un régulateur du commerce international. Elle est pratiquement en état de mort clinique aujourd'hui, non? Oui, c'est très préoccupant parce que nous sommes vraiment en faveur du libre-échange encadré par des règles pour garantir la saine concurrence. Or, c'était quand même ça son objectif. Tout à fait. Négocier des grands accords à l'époque, le GATT et autres, mais aussi ce rôle d'arbitre, la clé de voûte quelque part du système, arbitre lorsque deux membres de l'OMC ont un contentieux, eh bien un panel de l'OMC tranche la question. Et malheureusement, cet organe de règlement des différends est en mort clinique depuis maintenant des décennies, mais c'est le président Obama qui a commencé à ne pas renouveler des juges, et donc on est tombé là dans un cercle vicieux, et maintenant cet organisme d'appel est tout à fait bloqué. Il y a un système parallèle qui a été mis en place notamment par l'Union européenne, mais ça ne vaut pas le système OMC. Donc oui, ce gendarme un petit peu de la saine concurrence, il est crucial, encore une fois, puisqu'on s'inscrit dans un contexte de libre-échange encadré par des règles et pas la loi du plus fort. Est-ce qu'on oublie que le libre-échange est une clé de la prospérité? Certains disent, en fait, l'attitude des États-Unis aujourd'hui, qui est matamoresque, qui voit un intérêt à court terme, en fait, que ça pourrait se retourner contre eux, tel un boomerang, le fait d'abandonner notamment des partenaires importants comme l'Europe ou d'abandonner ce principe du libre-échange. Est-ce que c'est votre sentiment? Oui, tout à fait. Je pense que le rêve d'autarcie d'un pays, de repli sur soi est tout à fait illusoire. Les chaînes de valeur, les global supply chains se sont mondialisées, tout ça est interconnecté, ce sont des flux, des composants qui traversent parfois plusieurs fois l'Atlantique avant de se retrouver dans le produit final assemblé. Donc évidemment que le commerce international est positif. D'ailleurs, on a pu constater aussi que beaucoup de pays plus pauvres ont pu quelque part sortir de la pauvreté en s'insérant dans ces chaînes de valeur globalisées, dans la mondialisation. Encore une fois, si c'est bien encadré par des règles et que ce n'est pas la loi du plus fort, mais en effet, cette tendance isolationniste, protectionniste est préjudiciable et sera perdant-perdant à terme. Est-ce que ça veut dire que c'est intenable aussi? Enfin, je veux dire qu'à un moment, on se réveillera de ce mauvais cauchemar ou bien quelqu'un peut avoir la volonté d'aller d'un jusqu'au-boutisme dans cette direction-là? Mais en ce qui concerne notamment les États-Unis, on espère que ce n'est pas la voie qui va être suivie. Je note quand même que le président Trump avait menacé de pratiquer les mêmes droits de douane à l'égard de ses voisins, le Canada et le Mexique. Après un ou deux coups de fil, ça a été postposé. Donc, est-ce qu'on est dans obtenir autre chose? Voilà, est-ce qu'on est dans du bluff, dans de la tactique? Nous verrons. Je crains qu'on doive passer par une phase de radicalisation, que peut-être le président Trump pourrait introduire ces droits de douane, auquel cas l'Europe va devoir se montrer crédible et va devoir réagir, ce qui ne sera pas facile. Et il faudra que l'unité européenne là tienne le coup. Et on espère que cette phase va être la plus courte possible pour ensuite aller vers une phase de désescalade où on va pouvoir se mettre à table et sans doute négocier des deals comme le président Trump les affectionne. Olivier Joris, la Belgique évidemment est une petite économie ouverte sur le monde. Est-ce que ça veut dire que pour nous, peut-être encore plus que pour d'autres, c'est un enjeu stratégique? Ça représente quoi aujourd'hui? On parle de quoi? Oui, donc on appartient vraiment au top des économies les plus connectées, les plus ouvertes au reste du monde, sur le plan commercial, sur le plan de l'investissement. Donc la valeur de nos exportations représente près de 85% du PIB de la Belgique. C'est extrêmement crucial. Un emploi sur 3 en Belgique dépend de nos exportations en Europe ou vers le reste du monde. Ce sont des centaines de milliers d'emplois. Et puis vous avez un phénomène typiquement propre à l'économie belge, c'est qu'à côté des produits finis que nous exportons, notamment le secteur de la pharmacie, l'agro-food et autres, nous exportons également beaucoup de composants, des produits semi-finis, notamment vers l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. Et vous retrouvez ces composants... L'aéronautique, par exemple, enfin plein de domaines. Voilà. Et vous retrouvez cette valeur ajoutée belge dans des produits finaux assemblés dans ces pays qui sont exportés. On a par exemple calculé, en ce qui concerne les États-Unis, que lorsque nous exportons pour 100 € de biens finis, donc une exportation directe, nous exportons également 80 € additionnels via la valeur ajoutée, via les composants belges qu'on retrouve dans des produits exportés depuis l'Allemagne, la France par exemple, vers les États-Unis. Et donc cette spécificité d'être une économie très ouverte et avec beaucoup de valeur ajoutée qu'on retrouve dans des produits finis assemblés ailleurs, fait que nous sommes évidemment directement vulnérables et très frappés lorsqu'il y a des tensions commerciales. Oui, et donc si
le commerce avec les États-Unis venait à être freiné par ces décisions, ce serait effectivement sans doute préjudiciable pour la Belgique plus que pour un autre pays. De par l'effet direct et indirect du fait que nous serions frappés par des droits de douane sur les importations européennes aux États-Unis que nous allons sentir. Une autre inquiétude que nous avons, évidemment, c'est que si le marché américain se ferme à l'ensemble de ses partenaires commerciaux, dont la Chine, il n'est pas impossible qu'on voit une réorientation des flux commerciaux et que nous serions encore plus confrontés à des importations massives de produits chinois en Europe. On l'avait vu avec les voitures électriques à un moment, si je ne m'abuse. Il y en avait beaucoup dans les ports européens parce qu'elles étaient dérivées chez nous après des décisions de barrières. Ça pourrait se faire dans d'autres domaines ou d'autres produits, quoi. Notamment pour l'acier, pour l'aluminium. Évidemment, si les surcapacités chinoises continuent à produire, eh bien, il faut qu'ils trouvent des marchés d'exportation. Si le marché américain se ferme, il est possible qu'ils exportent encore davantage ou qu'ils tentent, en tout le moins, d'exporter encore davantage vers l'Union européenne. Alors, la Commission européenne, face aux menaces de Donald Trump, dit qu'il pourrait y avoir des rétorsions. Enfin, là, on est toujours dans la logique du lose-lose dont vous parliez. J'imagine que ce serait quelque part une espèce de bras de fer, mais qui n'est pas bon dans l'absolu, même s'il faut réagir. Mais... Voilà, c'est toute la difficulté, c'est tout le dilemme. En effet, il faudra réagir, il faudra se montrer crédible. Je crois que le président Trump aime les rapports de force. Il faudra que l'Union européenne montre qu'elle est déterminée, le cas échéant, à répondre. Mais comme je le disais, espérons que cette phase de dramatisation soit la plus courte possible, ou n'ait même pas lieu, pour pouvoir se mettre à table et négocier. Et évidemment, dans la définition d'une réponse européenne, il faut que les intérêts de tous les États membres, y compris les plus petits États membres comme la Belgique, soient pris en considération. Et donc là, la solidarité et l'unité européenne sera importante. Notamment pour déterminer le secteur où voilà. Il faudra évidemment faire attention que l'on ne se tire pas des balles dans le pied, et donc ça devrait être très ciblé, très bien réfléchi, de façon à montrer qu'on peut aussi faire mal aux États-Unis sans se faire mal soi-même. Donc voilà, c'est une tâche pas facile, c'est un véritable dilemme. Jusqu'où faut-il aller dans la confrontation pour ensuite se mettre à table, puisqu'en effet, ce serait perdant-perdant d'avoir ces hausses tarifaires de part et d'autre dans une relation transatlantique tellement intégrée. Ça demandera beaucoup de concertation entre les 27 à tout le moins. Oui. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, avait aussi mis en avant un autre élément, c'est la diversification des traités commerciaux. Alors on va parler d'exemples concrets, mais quelque part c'est une piste à suivre. Ça, finalement, ça peut être une opportunité de se dire on va nouer des relations commerciales plus importantes avec d'autres parties du monde. C'est possible, ça ? Oui, je pense vraiment, vous l'avez dit, le mot-clé c'est la diversification, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Et si malheureusement la relation transatlantique devait être temporairement mise à mal, il faut trouver d'autres débouchés. Et donc l'Afrique ou l'Amérique centrale et l'Amérique latine sont des partenaires importants sur lesquels il faut miser, raison pour laquelle la FEB, au nom de ces secteurs, soutient l'accord avec le Mercosur, dont la négociation vient d'être clôturée. Nous pensons que pour les raisons économiques et les raisons géopolitiques, c'est un élément de diversification dont nous avons besoin. Et ça, donc un traité commercial avec des pays d'Amérique latine, ça veut dire que on en a beaucoup parlé en disant, par exemple, de manière un peu caricaturale, on échange des vaches contre des voitures, ou en tout cas avec certains secteurs qui criaient en disant ça va être préjudiciable pour nous, notamment l'agriculture, mais c'est plus nuancé que ça en fait. Et selon vous, quoi, on va vraiment en tirer profit de cet accord ? Oui, vraiment. Donc il y a le contexte géopolitique dont on vient de parler, le besoin de diversification, et c'est un marché important. Et puis il y a l'argument économique, c'est un marché important, mais qui est encore très fermé à nos exportations. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait des barrières importantes. Absolument. Ouais. En fonction des secteurs, nous exportons beaucoup de produits chimiques, pharmaceutiques, des bières, du chocolat, des équipements de transport, des produits textiles, des tapis notamment. Et bien pour tous ces produits, nous sommes confrontés encore à des droits de douane élevés entre 15, 20, 25, 30, 35% parfois en fonction des produits. Des frites surgelées, si je me rappelle bien, non ? Notamment les frites surgelées. Et donc en effet, l'abaissement de plus de 90% de tous ces tarifs sur les exportations européennes est une excellente nouvelle pour nos exportateurs. À côté du volet exportation, nous voyons aussi le volet importation. Nous importons par exemple du café de ces pays, mais ces pays sont aussi riches en minéraux critiques nécessaires à la transition digitale et environnementale. Du lithium, du cobalt, des terres rares, ils en sont très riches et l'accord prévoit justement également un accès plus aisé pour l'Union européenne à ces matières premières dont nous avons besoin pour notre transition. Donc tant sur le plan de l'exportation que de l'importation, nous voyons vraiment de très nombreuses opportunités. Ça pourrait être un Eldorado quand je vous entends. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment
une grande piste d'avenir en réalité. Bon, évidemment, on ne va pas remplacer les États-Unis, ils ne sont pas partis d'ailleurs, mais c'est vraiment avantageux à ce point-là. Mais comme toujours, la décision n'est pas de commencer à faire du commerce avec ces pays ou ne pas faire du commerce du tout. Il y a déjà des flux commerciaux importants. Il y a plus de 1500 entreprises belges qui commercent avec les pays du Mercosur. La question, c'est est-ce qu'on veut faciliter ces échanges? Et selon nous, la réponse doit être oui, pour les opportunités que j'ai mentionnées. Si on peut baisser les droits de douane, eh bien, nos produits sont plus compétitifs sur le marché du Mercosur. D'autant plus que le Mercosur a des relations de plus en plus étroites également avec la Chine, notamment pour la question de l'accès aux minerais, aux matières critiques importantes. Et donc je crois qu'il est vraiment important de se positionner sur ce marché pour des raisons économiques et géopolitiques. Est-ce que ça veut dire quand même qu'il y a des secteurs qui vont souffrir? Bon, on parle souvent du bœuf brésilien ou argentin. Enfin, est-ce que malgré tout, il y a des éléments d'attention sur cet accord-là précisément? Comme toujours, vous avez des sous-secteurs qui ont peut-être le plus à gagner, étant par exemple confrontés à ces droits de douane. Vous avez d'autres sous-secteurs qui regardent peut-être plus les conséquences en termes d'importation. Mais le soutien de la FEB au nom de ses membres est basé sur l'examen tant du volet offensif de l'accord, par exemple l'abaissement des barrières tarifaires ou non tarifaires là-bas, mais aussi sur le volet défensif. Dans quelle mesure y a-t-il des garde-fous dans l'accord de façon à prévenir des importations massives ou incontrôlées? Et selon nous, les garde-fous sont là, les clauses de sauvegarde qui sont dans l'accord sont denses, sont robustes et permettraient, si ça devait être le cas, de répondre de manière adéquate à des importations inattendues en rehaussant les droits de douane pour freiner ces importations. Nous ne pensons pas que ça va se produire, mais si ça devait être le cas, l'accord contient comme toujours des clauses de sauvegarde. Il y avait un autre accord dont on avait beaucoup parlé à l'époque, c'était le CETA, si je ne me trompe pas, avec le Canada, qui avait aussi d'ailleurs, si je me souviens bien, même le Parlement wallon s'y était opposé à un moment, ça avait fait achoper les négociations. Bon là, cet accord-là, il existe. Tout à fait. Donc le volet commercial est d'application provisoire depuis des années et depuis plus de 5 ans et le bilan est extrêmement positif, en particulier pour la Belgique. Dans quel sens justement? Eh bien nous avions un déficit commercial entre la Belgique et le Canada avant le CETA. Grâce à l'introduction du CETA, depuis, nous avons un excédent commercial. Nous exportons plus vers le Canada que nous n'importons du Canada. Et la bonne nouvelle, c'est que, mais nous le savions, mais aucune des craintes mentionnées lors de l'épisode difficile au Parlement wallon, aucune de ces craintes ne s'est matérialisée. Parce que ces accords sont bien négociés, ils sont basés sur des intérêts offensifs et défensifs. Et pour la Belgique, le bilan est particulièrement positif. Il y a des secteurs qui en profitent particulièrement, enfin, on peut dire ça, ou bien c'est plus général comme analyse? Je dirais qu'on retrouve un petit peu les secteurs classiques qui font la fierté de nos exportations, la chimie, le pharma, l'agroalimentaire, les secteurs technologiques qui en profitent particulièrement, oui. Est-ce que, par exemple, un accord comme le CETA, il peut être élargi? Est-ce que, ou bien on est arrivé à quelque chose qui est solide, etc. Enfin, je veux dire, j'entends certains qui disent, pourquoi est-ce que si ça se ferme vers les États-Unis, on n'essaye pas de commercer davantage encore avec des partenaires qui sont là? C'est possible ou pas? Mais disons que ces accords commerciaux créent un contexte, créer un canal privilégié entre les deux partenaires. Le Canada et l'Europe font des évaluations fréquentes de l'accord, continuent à voir s'il y a lieu de fine-tuner, comme on dit, certains éléments, mais ça crée vraiment une plateforme, une avenue pour renforcer les relations commerciales, et la Belgique en profite très clairement. Mais pour répondre à votre question, nous pensons qu'il faut multiplier ce genre d'accords. L'accord avec le Canada, il est là, mais on n'a malheureusement pas pu conclure un accord avec l'Australie. Les négociations avec l'Inde sont extrêmement compliquées. Nous n'avons pas d'accord commercial large avec la Chine, ni avec les États-Unis à ce stade. Donc voilà, il y a encore certainement du pain sur la planche pour densifier. Ça veut dire que, effectivement, la palette est importante. La Commission européenne, si je ne m'abuse, a dit qu'elle travaillerait sur ces éléments-là. Pourquoi c'est compliqué? Et est-ce que le contexte maintenant pourrait fluidifier ça? Je crois que l'époque où l'Europe pouvait, pour ainsi dire, imposer ses vues, ses normes et standards à ses partenaires en échange de l'ouverture à son marché, cette époque est révolue. Et donc on est vraiment dans la négociation où chacun a ses intérêts offensifs et défensifs et il faut essayer de trouver un terrain d'équilibre. Mais je constate qu'en effet, notamment avec l'Inde ou avec l'Australie, ça a été particulièrement difficile. Mais nous continuons à soutenir et la Commission européenne se rend en Inde cette semaine d'ailleurs pour envoyer un signal fort aussi sur la géopolitique internationale de dire que l'Inde peut être un partenaire important pour l'Union européenne et un accord commercial serait vraiment bienvenu. Parce que je parlais avec Fabien Pinkert, qui est le CEO de Doux, qui me disait, lui a été 1 an en Inde justement pour accompagner le développement de son entreprise là-bas,
Et il me disait, c'est extraordinaire. En fait, il y a un potentiel gigantesque, en plus du fait que là, il y a une vraie croissance démographique qu'on n'a plus en Chine. Donc ça veut dire que c'est une belle carte à jouer, par exemple, celle-là. Tout à fait. Et donc, par hasard de calendrier, une mission princière décolle dans quelques heures, dans quelques jours, vers l'Inde. Tout à fait. Donc c'est un partenaire extrêmement important. Vous il y est serez, important. ou La FEB en fera partie, tout à fait. Notre président René Branders en fera partie. Et donc, non, c'est important vraiment d'aller se positionner sur ce marché de plus d'1 milliard de citoyens. C'est une démocratie. Et donc, il y a certainement un grand potentiel. Sur lequel la Belgique est déjà elle a déjà d'ouverture. Je parlais d'Odoo, mais j'imagine que déjà les entreprises se positionnent aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Mais il y a encore vraiment beaucoup d'opportunités. Encore une fois, un accord commercial ne serait pas la décision, va-t-on commencer à commercer avec l'Inde ou pas, mais un accord commercial serait là pour fluidifier, pour accentuer ces flux commerciaux. Mais en effet, la Belgique est déjà bien positionnée, mais il y a encore beaucoup d'opportunités. Et la Chine, c'est quand même évidemment un élément important dans les discussions aujourd'hui. À la fois, on sait que c'est le concurrent sur lequel les États-Unis sans doute se positionnent le plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que nous, on pourrait pâtir éventuellement de barrières qui soient mises aux États-Unis à son encontre, parce que on pourrait avoir des produits, j'allais dire bon marché, en tout cas avec pas les mêmes normes sociales et environnementales qui arrivent chez nous. Est-ce que ça veut dire malgré tout que nous, on a une carte à jouer en commerçant davantage avec eux, en dialoguant davantage? Est-ce que c'est une option ? Oui, très certainement. Et c'est en ça que l'approche européenne se différencie de l'approche américaine qui veut vraiment couper, pour ainsi dire, tous les liens avec la Chine. Nous pensons que ce n'est ni souhaitable ni réalisable. Maintenant, en fonction des entreprises et des secteurs concernés, la Chine va être plus considérée comme un partenaire potentiel, vu la taille du marché chinois et les opportunités sur le marché chinois, là où d'autres vont plus le voir comme un concurrent redoutable, avec parfois de la concurrence déloyale, ici sur le marché européen, sur des marchés tiers, ou de la discrimination sur le marché chinois. Donc voilà, c'est à la fois un partenaire potentiel, c'est un concurrent féroce, et c'est un rival, puisqu'il est de notoriété que la Chine soutient la Russie, notamment dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc voilà, c'est un dossier difficile à appréhender, c'est un rival, c'est un partenaire, c'est un concurrent, et il faut arriver à naviguer dans ce contexte difficile. Mais on continue à avoir des opportunités en Chine, mais on est attentif à la concurrence déloyale en provenance de Chine, et l'Europe doit pouvoir y faire face. Je suis une entreprise aujourd'hui, on l'a dit d'emblée, le contexte est quand même complexe à analyser, c'est-à-dire ça bouge tout le temps, il y a des effets d'annonce, des menaces. Comment on fait? Est-ce qu'on se dit aussi, moi je diversifie ma palette de relations, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Comment on s'adapte, quoi? Mais non, c'est la raison pour laquelle à la FEB on organise beaucoup de sessions d'information, on publie beaucoup sur le sujet pour essayer d'aider les entreprises dans leur stratégie à tenir compte de ces éléments. Je disais tout à l'heure, les tensions commerciales, les tensions géopolitiques et la transition énergétique. Il faut pouvoir tenir compte de ces trois tendances, de ces trois lames de fond. Mais je crois en effet la diversification et la robustesse des chaînes de valeur est l'élément de solution. Je crois que parce qu'on avait déjà parlé quelque part au moment du Covid, il y avait, c'est aussi un enchaînement. En fait, à l'époque, les chaînes de valeur avaient été fortement mises sous pression. Donc on est quelque part dans la continuité de ça. Finalement. Oui, et ça a montré, l'expérience du Covid a montré deux choses. Je pense que les chaînes de valeur globalisées faisaient partie plus de la solution que du problème. Lorsqu'il y avait des pénuries d'approvisionnement, notamment en provenance de Chine, on pouvait aller voir d'autres fournisseurs, mais en même temps, ça a montré peut-être les limites de certaines dépendances. Et donc, il faut faire attention aux dépendances extrêmes. Les dépendances ne sont pas en soi une mauvaise nouvelle, mais quand vous êt beaucoup trop dépendant, là, il y a un problème. Quelque part, avec les États-Unis, on était un peu dépendants, en fait. Oui. Enfin, c'est peut-être exagéré ce que je dis, mais parce que ce lien commercial et même géopolitique semblait fluide, éternel, et il semble qu'il ne l'est pas, en fait. Oui. Tout comme on a vu une grande dépendance à l'égard de la Russie, par exemple, sur le plan énergétique. Ouais. Donc voilà, encore une fois, la diversification est le maître mot plutôt qu'un repli sur soi, un protectionnisme, une autarcie qui, selon nous, n'est ni souhaitable ni réalisable dans le contexte international. Une actualité de cette semaine qui est peut-être importante aussi, c'est la décision de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, de mettre en place le Clean Industrial Deal, si je ne me trompe pas. Donc c'est cette volonté de simplifier les réglementations, d'apporter une réponse à la compétitivité des entreprises. Il y a eu la fameuse déclaration d'Anvers qui était importante, où des dizaines d'industriels avaient fait cette demande-là. C'est un pas important, selon vous ? Oui, c'est un pas vraiment important, c'est un pas symbolique très important, enfin,
je dirais. Ça fait des années qu'on martèle le message que nous sommes régulièrement. Voilà, ça, on ne peut pas on peut pas dire le contraire. Alors, on est conséquent avec nous-mêmes. Ça fait des années qu'on dit que nous sommes derrière le Green Deal, derrière cette transition énergétique, mais le Green Deal n'est pas une stratégie de croissance, c'est une stratégie de transition. Et comme toute transition, c'est difficile, c'est parfois assez compliqué à mettre en œuvre, mais donc depuis des années, nous disions qu'il faut compléter le Green Deal par un Competitiveness Deal, un pacte sur la compétitivité, parce que le Green Deal ne réussira pas si on ne renforce pas la compétitivité. Parce que décarboner en désindustrialisant, ce n'est certainement pas la stratégie que nous prenons. Et donc ça fait des années qu'on demandait de rééquilibrer l'agenda européen, compléter ce Green Deal par une attention pour la compétitivité, et c'est le Clean Industrial Deal présenté hier par la Commission, est la réponse que nous attendons. Ça va dans le bon sens. Enfin, je veux dire, bon, après, j'imagine qu'il y a toujours des compromis et des moyens financiers, mais selon vous, on touche là quelque chose qui a une réponse à ce que vous exprimiez. Oui, ça va très clairement dans le bon sens pour ce rééquilibrage. La question, c'est évidemment, il faut passer d'urgence aux actes. Je crois que les entreprises doivent d'urgence sentir ce changement de cours, qu'on complète le Green Deal par une attention pour la compétitivité, mais il faut concrétiser l'essai. On ne peut pas produire des communications et des communications et des communications à l'infini. Il faut que ce soit tangible pour les entreprises, notamment en ce qui concerne par exemple les prix de l'énergie. Et parce que tout ce dont on parle, il y a quand même une clé importante aussi, c'est que l'Europe doit travailler à sa compétitivité, à son offre, à son dynamisme commercial, peut-être avoir des champions continentaux. J'imagine que ça fait partie aussi de tout ce contexte dont on parle, que l'Europe soit forte au niveau international. Absolument, absolument. Donc renforcer la compétitivité, travailler notamment sur les prix de l'énergie et simplifier, réduire les charges administratives. L'Europe est devenue un peu la Silicon Valley de la réglementation, ce qui n'est pas un compliment. Et donc c'est aussi une initiative que la Commission a annoncée, c'est qu'elle va simplifier la mise en œuvre de toute une série de législations, en lien notamment avec le reporting non financier et la durabilité. On est tout à fait derrière cet objectif. On garde les objectifs principaux, mais on réduit les charges administratives disproportionnées qui avaient été mises sur les épaules des entreprises ces dernières années. Quand des associations disent on tue le pacte vert, etc., ça vous semble exagéré? Enfin, on n'est pas dans cette logique-là? Absolument pas, absolument pas. Et encore une fois, depuis le début, on a plaidé pour compléter le Green Deal par un pacte de compétitivité et pas remplacer l'un par l'autre. L'un a besoin de l'autre, mais l'un ne réussira pas sans l'autre. Un petit mot de la Belgique. Alors, d'abord, peut-être démentir une information qui avait circulé à un moment. Dans l'accord de l'Arizona, donc le nouveau gouvernement fédéral de Bardo-Wever, il était question à un moment à ce que l'on touche au commerce extérieur. Est-ce que finalement c'est le cas ? Enfin, au commerce extérieur, à l'agence, aux missions. Voilà, oui. Non, l'accord comporte des messages extrêmement positifs sur l'importance du commerce international, notamment des accords commerciaux, la diversification, à côté du bon fonctionnement du marché intérieur. Donc tout ça sont des messages extrêmement positifs. Il a été question, en effet, à un moment, de supprimer l'agence du commerce extérieur. C'est ça, mais c'était sur la table à un moment. Absolument. Et nous sommes sortis publiquement, ensemble avec nos collègues bruxellois, flamands et wallons, pour dire que c'était une mauvaise idée. Non pas qu'il faille garder l'agence pour garder une agence, mais au travers elle, ce sont les missions économiques princières qui étaient en jeu. Derrière, il y a l'image, la vitrine de la Belgique, portée notamment aussi par la famille royale, mais pas uniquement. Mais... Et ces missions princières sont extrêmement appréciées par les entreprises, par les PME et par les plus grandes entreprises. Il y avait, je crois, 400 participants lors de la mission au Royaume-Uni, plus de 500 lors de la dernière mission au UK et puis aux États-Unis. Donc il y a vraiment un succès. Les entreprises, notamment les PME, y voient beaucoup d'opportunités pour placer la Belgique pendant quelques jours dans les spotlights du pays qui est visité, avec en plus la présence de la princesse au nom de la famille royale. Et donc toucher à cet outil qui fonctionne très bien et qui est apprécié par les entreprises était pour nous une mauvaise idée, nous l'avons dit. Donc ça veut dire que vous avez du poids, en tout cas auprès de ce gouvernement. Nous avons en tout cas été entendus sur ce point-là, oui. Est-ce que ça veut dire aussi que la marque belge est encore forte ? Certainement, l'excellence belge dans des secteurs plus classiques que nous connaissons, et puis aussi dans d'autres secteurs, tout ce qui est économie circulaire, par exemple, nous avons vraiment là aussi une expertise, une valeur ajoutée à apporter, et ce sont des secteurs qui sont mis en avant lors de ces missions. C'est ça, c'est plus uniquement gaufres et chocolat et bière, même si ça reste évidemment des choses délectables et qui font parler de nous, mais...
Notre image a changé aussi, en fait. Disons que la palette s'est étoffée. Les secteurs que vous avez mentionnés restent vraiment des fondamentaux de notre exportation. La bande dessinée, j'ai oublié. Voilà, à côté du secteur pharmaceutique, aussi extrêmement important, notamment dans la relation avec les États-Unis, la chimie. Mais en effet, la palette s'ouvre, les services maritimes, l'économie circulaire, pour ne citer que ces secteurs-là sont des nouveaux domaines où on peut se profiler. Oui. Un dernier petit mot, le gouvernement de Wever a fait un programme socio-économique qui est ambitieux. Là aussi, j'imagine qu'à la FEB, vous êtes plutôt soulagé, à la fois qu'il y ait un gouvernement, déjà, et en plus qu'il soit volontariste sur ces questions-là. Oui, tout à fait. Je crois que la pression des marchés financiers, de la Commission européenne, notamment sur la situation budgétaire, était telle qu'il fallait en effet un accord. Et nous estimons que globalement, cet accord est vraiment positif, va dans la bonne direction. Il y a des réformes importantes, marché du travail, pensions, fiscalité notamment, qui sont nécessaires, qui ont été reportées malheureusement depuis de trop nombreuses années. On est un peu dos au mur, mais donc on pense que ce gouvernement Arizona, en effet, met les bons dossiers sur la table et en tant que partenaire social, on va essayer d'y contribuer. Le gouvernement Arizona met les bons dossiers sur la table et c'est un élément important dans ce contexte international. On aura sûrement l'occasion de continuer à explorer cette période vertigineuse dans le futur proche. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode de Z sur 7 demain, mais vous pourrez nous retrouver mardi avec la rubrique La Tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité, mais aussi vos actualités sur le monde économique.